Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette série de webinaires Oracle Security Week. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Antoine Aubin, chef de projet marketing technologie chez Oracle France. Et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session de cette Security Week autour de la protection et sécurisation de vos environnements multi-cloud et vos architectures IA. Avant de vous présenter le programme de la semaine, quelques promesses sont à votre disposition. Tout d'abord, la première à gauche, donc c'est une opportunité très intéressante qui nous vient d'Oracle University pour monter en compétence sur les solutions de sécurité cloud d'Oracle. Donc vous avez accès à travers ce QR code à une série de sessions gratuites qui vous permettent à la fois de vous former et de monter en compétence sur ces offres-là. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code et on vous partage également le lien dans le chat du Zoom. De l'autre côté, on a un groupe LinkedIn d'échange en français qui s'appelle Objectif Cloud Oracle. Il y a plus d'un millier de membres à ce jour, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à le rejoindre également. Donc c'est un endroit où on poste des documents, toute l'actualité du Cloud Oracle, et vous avez également accès à tous les replays des différents webinaires que l'on réalise. On vous partage également le lien dans l'onglet chat du Zoom. Deux belles opportunités pour vous à ne pas manquer. Donc maintenant, le programme de la Security Week, donc il a commencé hier avec la session 1. Donc on a parlé des tendances cybersécurité et comment se préparer pour la rentrée de septembre. Aujourd'hui, on va être focalisé sur tout ce qui est sécurité du cloud, sur toutes les architectures multi-cloud et les architectures qui supportent les applications d'IA. On va parler de landing zone, on va aussi revenir sur l'approche Zero Trust, comment on peut vous accompagner sur ces aspects-là. Demain, à 11 heures, on reviendra sur la sécurité des données, protection des données et des bases de données. Donc, notamment, on va travailler les 3 chemins d'attaque qu'il faut savoir contrer. Et puis, vendredi, toujours à 11 heures, on traitera aussi d'un sujet d'actualité. C'est toute la protection souveraineté des données que vous allez utiliser dans un contexte de vos nouvelles applications d'intelligence artificielle. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un très beau programme sur toute la semaine et on vous partage le lien dans le chat du Zoom pour vous inscrire aux prochaines sessions. Avant de passer la parole à nos différents intervenants, le slide du Safe Harbor que vous connaissez, qui stipule que le contenu de cette session n'a pas vocation à être un contrat. Et je vais maintenant présenter les intervenants de cette session. Donc nous aurons aujourd'hui avec nous Olivier Palliard, donc qui est SaaS Cloud Security and Compliance Architect chez Oracle France. Également avec nous aujourd'hui Karima Yayaoui, Cloud Security Architect chez Oracle France. Et enfin Eduardo Serra, également Cloud Security Architect chez Oracle France. Eduardo, je te passe la parole. Merci Antoine, bonjour à tous, ravi d'être dans ce webinaire avec vous. Donc, on va commencer en fait cette session par parler d'un concept qu'on entend parler de plus en plus, c'est l'approche en fait de Zero Trust. Donc Zero Trust en fait c'est une approche de sécurité qui a été conçue pour, on va dire, des anciennes approches de sécurité, on va dire moins sécurisées. Euh, Si on prend la définition du NIST, donc l'équivalent de l'ANSI des États-Unis, le Zero Trust désigne un ensemble évolutif de modèles de cybersécurité qui font passer les défenses d'un périmètre statique basé sur le réseau à un périmètre centré sur d'un côté les utilisateurs, d'un côté les actifs et aussi les ressources. Normalement, Zero Trust suppose que aucune confiance implicite n'est attribuée aux actifs et aux comptes d'utilisateurs en se basant seulement sur leur emplacement physique ou en réseau, ou en se basant aussi sur les actifs, les types d'actifs. Mais ça veut dire quoi ça? Dans ce diagramme, en fait, à gauche, vous avez une approche qu'on voyait il y a très longtemps, qu'on continue à voir quand même toujours. Cette approche, en fait, suppose que on va mettre les protections de sécurité principalement au niveau du firewall. Donc, on va protéger tout ce qui vient de l'extérieur, mais on va supposer que tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait, on va faire confiance à tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, les communications entre nos serveurs, comment les utilisateurs accèdent aux différentes applications, ou aux services, ou aux ressources. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cette approche n'est pas idéale. Pourquoi? Parce que dès qu'un attaquant
entre dans nos périmètres, à l'intérieur de nos réseaux. Avec cette approche, en fait, il va pouvoir se déplacer très facilement, latéralement, entre les serveurs, entre les machines, avec les différents comptes d'utilisateurs. L'approche Zero Trust, celle que vous voyez dans le diagramme sur le diagramme à droite, en gros, le but, c'est de dire non seulement on va mettre en place le périmètre de sécurité à l'extérieur, notamment dans ce cas, en fait, avec les firewalls, mais aussi on va dire que aucune connexion du type de réseau, de type utilisateur entre les différentes ressources à l'intérieur, voilà, on va pas faire confiance à ce type de, de connexion, etc. Donc vraiment, en fait, le but, c'est de dire tout ce qui se passe à l'intérieur, je ne fais pas confiance. Alors, une approche très intéressante de la National Cyber Security Center, en gros l'équivalent de l'ANSSI, mais dans ce cas, l'UK. Ce qu'ils disent en fait, c'est que pour une approche Zero Trust, on va pouvoir l'appliquer en se basant sur 3 ou 4 dimensions. D'un côté, le réseau, comme vous avez vu en fait dans les diagrammes d'avant. Aussi en fait du point de vue des utilisateurs, du point de vue des services et tout autour, bien évidemment, de la donnée. Donc voilà, toutes ces dimensions doivent être tenues en compte. Quelque chose de très important en fait à tenir en compte aussi. Zero Trust en fait n'est pas un produit, c'est pas une case à cocher dans une application. C'est vraiment une approche en plusieurs étapes dont l'adoption demande du temps, des efforts et des investissements. Et dans OCI, dans Oracle Cloud Infrastructure, vous allez pouvoir trouver des services qui vont vous aider à accélérer en fait ce parcours, cette journey Zero Trust. Aussi à tenir en compte, Zero Trust, en fait, c'est toujours sur la responsabilité de chaque client dans notre cas, en fait, dans le tenant, dans votre compte cloud, Oracle Cloud. C'est quelque chose, en fait, que de toute façon, vous pouvez appliquer, bien évidemment, chez d'autres hyperscalers. Alors, un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le cloud Oracle, la sécurité, c'est un pilier essentiel, fondamental. Non seulement en fait du point de vue service disponible pour nos clients, mais vraiment du point de vue design de nos services cloud. Ce que vous voyez en fait ici dans cet écran, dans cette slide, c'est une liste des services de sécurité que vous avez à votre disposition, des fonctionnalités de sécurité qui existent dans le cloud Oracle qui peuvent vous aider à mettre en place la sécurité. Très rapidement, d'un côté, en fait, vous avez, si on commence par la gauche, des services qui vous aident à faire de la prévention. On va parler des landing zones. Je vais vous parler, c'est Karima qui va vous en parler tout à l'heure. Vous allez trouver en fait après des services de protection de type DDoS pour les couches de réseau, les couches 3 et 4. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités, des services déjà, on va dire, designés, prévus dans nos data centers, mais aussi en fait pour protéger nos applications web, vous allez trouver un service de type Web Application Firewall. Puis, pour la partie monitorisation, vous allez trouver des services pour faire de la gestion de la posture de sécurité de votre cloud. On va en parler avec le service CloudGuard, de la Threat Intelligence, Threat Detector. On a plein de logs en fait que vous pouvez utiliser justement pour les exploiter, pour savoir en fait ce qui se passe, des vulnerability scanning. On va parler de tous ces services aussi un peu plus tard. Mitigation, des services de mitigation pour tout ce qui est contrôle du réseau, des règles de firewall, des services de firewall avec nos partenariats, nos partenaires de réseau. Pour la partie protection, on a mis en place plein de services de sécurité aussi pour tout ce qui est contrôle de tout ce qui est la partie hardware. Chiffrement, Karima va vous en parler aussi en détail. Et bien évidemment, la partie gestion des accès, on a des outils de gestion d'utilisateurs, des identités, des accès très développés en fait pour pouvoir vous protéger protéger vos utilisateurs non seulement dans le cloud Oracle, mais aussi pour pouvoir les intégrer avec d'autres services externes. Alors, donc, avec cette approche de la NSCS qu'on a vu avant, on va en fait vous montrer quels sont les services d'OCI qui peuvent vous aider en fait à mettre en place une approche de type Zero Trust dans Oracle Cloud. Donc, on va utiliser le code couleur que vous avez vu. Donc, jaune en fait pour la partie réseau, rouge pour la partie identité et vert pour la partie service et bleu pour la partie données. Pour la partie données, vous allez voir en fait les services de chiffrement, API Gateway, Data Safe. La partie jaune, toute la partie WAF, Bastion,
sécurité de réseau de contrôle des réseaux. En rouge, toute la partie identité dont je viens d'en parler. Et en vert, la partie alignée en fait pour la partie réseau. Donc, Karima, je te donne la main. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait en quoi les landing zones peuvent aider à mettre en place, on va dire, une approche de type Zero Trust? Oui, bonjour. Et effectivement, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer en quoi une landing zone, elle va être importante pour protéger et sécuriser vos environnements cloud face aux menaces cyber. D'abord, je vais commencer par une définition et le plus naturellement, on va faire l'analogie avec un aéroport. Donc ici, l'objectif, ça va être de faire atterrir des avions en toute sécurité dans des zones définies, que ce soit des terminaux nationaux ou internationaux, chacun avec ses règles de sécurité. Et si par la suite, on veut faire évoluer cet aéroport, augmenter la capacité d'accueil, eh bien, on veillera à avoir une ressource partagée ici pour éviter d'avoir à déployer des aéroports dans chaque terminal. Et c'est comme ça qu'on construit une landing zone. C'est un environnement cloud préconfiguré, sécurisé et évolutif qui, basé sur des bonnes pratiques, va vous permettre de déployer en toute sécurité vos applications cloud très rapidement et d'en ajouter des nouvelles sans effort. Pour construire une landing zone, on va avoir deux grandes approches. Celle de gauche, la standard, où vous allez retrouver des templates et des bonnes pratiques, et celle de droite, une spécifique qu'on va adapter à vos besoins. Si on va un peu plus dans le détail de ces différents types de landing zones, sachez déjà que toutes ces landing zones, elles vont vous être disponibles sous forme de code Terraform et que vous allez pouvoir les déployer en production. Pour les standards landing zones, on va vous proposer trois modèles, comme pour des tailles de vêtements. On va commencer par la CIS Landing Zone. Donc, elle va être à destination des clients avec une organisation. Alors, elle est pensée pour un tenant. Un tenant, c'est un compte Oracle. Et on va ici pouvoir déployer rapidement une landing zone qui est conforme aux recommandations du Center for Internet Security, le fameux CIS. Pour beaucoup de clients, cette approche n'est pas suffisante et c'est pour ça qu'on a un modèle intermédiaire, l'Operating Entity Landing Zone. Ici, vous allez pouvoir accueillir des besoins pour plusieurs organisations, penser plusieurs départements, plusieurs services, toujours sur un seul tenant, et vous allez avoir une capacité plus grande pour accueillir vos applications. Et si c'est toujours pas suffisant, on a un troisième modèle qui, lui, a été réfléchi pour plusieurs tenants, plusieurs comptes Oracle. Pensez aux grandes entreprises avec leurs filiales. Et dans ce modèle, vous allez avoir le plus haut niveau de séparation des droits et des identités. Maintenant, pour beaucoup de clients, vous avez déjà un autre cloud provider. Alors, comment on peut adapter les landing zones dans le cloud Oracle par rapport à ces trois modèles-là? En utilisant une tailored landing zone, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, que ce soit en adoptant un des modèles ou en adaptant le modèle que vous avez déjà sur un autre cloud provider, on vous construit une landing zone qui va vous permettre d'accueillir tout type d'applications et avec tous les operating modèles possibles. Donc, encore une fois, vous avez trois modèles. Un modèle que vous pouvez adapter à vos besoins à partir d'un de ces trois modèles ou d'un autre cloud provider. L'important, c'est bien choisir la landing zone qui correspond à vos besoins. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail, parce que je ne vous ai pas encore dit ce qu'on allait retrouver dans ces landing zones et comment on assure une posture de sécurité avec les différents éléments qui vont être déployés. Quand on va construire une landing zone, on va réfléchir sur ces trois grands aspects, la sécurité, le réseau, les opérations. Et concrètement, quelles ressources on va avoir besoin dans le cloud pour avoir une bonne landing zone? Eh bien, on va avoir tout ça. Donc, dans la sécurité, on va bien sûr parler de la gestion des identités. On va parler des compartiments. Donc, ce sont des conteneurs logiques pour séparer vos ressources dans le cloud. On va parler du réseau, bien sûr, des sous-réseaux, des règles de firewall. Et au niveau de l'opération, donc ça va être l'exploitation de votre environnement avec le monitoring et le logging qui vous assurent la maintenabilité de vos environnements cloud. Et une fois qu'on aura posé toutes ces opérations, une fois qu'on aura vu tous ces aspects dans un premier temps, on va pouvoir déployer rapidement une landing zone avec de l'infrastructure as code de façon déclarative, de façon à ce que vous ayez quelque chose de très simple à déployer. Donc tout ce qui est surligné en rouge vont vous fournir
par défaut un Zero Trust by Design et vous permettre d'accueillir vos applications dans le cloud en toute sécurité. Donc, le Zero Trust, il va bien au-delà de la sécurité pure. Ça va être aussi le réseau, ça va être les opérations, ça va être ce que tous vos personnels vont être capables de faire et et pardon et tout ce qui sera possible de faire dans le cloud pour ces personnes et pour les applications. Maintenant, on va passer à la solution. Alors, je vais vous présenter dans quelques minutes une démo. Et pour cette démo, je me suis basée sur le modèle d'Operating Entity Landing Zone. Quand on débute sur le cloud Oracle, on débute avec un tenant vide et un super administrateur. Donc, ce super administrateur, il va pouvoir créer un ou plusieurs compartiments de landing zone et transférer les droits d'administration sur chacune de ces landing zones à des administrateurs dédiés. Sachez qu'on recommande de ne plus utiliser ce compte super administrateur pour qu'il devienne le compte Breakglass User. Et c'est à partir de cette landing zone, de ce compartiment, qu'on va pouvoir déployer des ressources. Ici, en jaune, pour les ressources partagées, comme le réseau, comme la sécurité, et en vert, suivant vos différents environnements, prod, pré-prod, disaster recovery. Le personnel donc, qui va opérer sur ces différents environnements ne sera pas forcément le même en prod ou en pré-prod, et c'est pour ça qu'avec ce modèle, on peut choisir qui fait quoi. Donc, une fois qu'on aura posé cette première étape, on va venir accueillir toute la partie infrastructure partagée, ici en gris foncé, donc ça va être vos infrastructures de type ExaCS ou CVS, et la partie projet. Donc là, c'est à destination donc, de vos services pour pouvoir déployer vos applications. Ici, on va avoir des ressources telles que les machines virtuelles, les bases de données ou les GPU. Si on veut renforcer sa posture de sécurité, on peut on top rajouter des security zones. Alors la security zone, ça va permettre au niveau du compartiment de renforcer la sécurité en empêchant certaines actions, par exemple. Puisque le réseau, il est crucial dans un environnement cloud, ici on vous propose une topologie en hub and spoke. Pensez le hub comme l'aéroport, tout à gauche, et les spokes, donc ça va être vos différents réseaux. L'idée, c'est d'avoir une ségrégation la plus appropriée pour respecter vos contraintes de sécurité. On va commencer la démo, et pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site GitHub. Donc GitHub, vous allez retrouver tous nos codes Terraform qui sont disponibles publiquement. Vous pouvez les télécharger et les modifier selon vos besoins. Donc les informations qui sont sur GitHub permettront de déployer vos ressources dans le cloud avec le service Oracle Resource Manager, donc qui est dédié au déploiement des infrastructures dans le cloud Oracle. Donc là, ça va être la partie GitHub. Vous allez pouvoir, donc en un clic, déployer votre landing zone, donc l'Operating Entity Landing Zone. En prérequis, vous devrez être administrateur de votre tenant cloud. Donc, on passe l'acceptation des conditions générales. Et ici, à ce moment-là, on va pousser tout ce qui est code et configuration dans la partie Oracle Resource Manager. Vous pouvez éventuellement donner un nom à cette opération que vous allez retrouver ensuite dans la stack. Dans cette page, on va décider des éléments de configuration. Alors, vous pouvez déployer votre landing zone dans l'une de nos 72 régions. Dans le cas de Nonebo, on va la déployer sur la région de Francfort, mais vous pouvez choisir Paris ou une des autres régions. Et si on fait une petite pause sur cette partie, si on fait une petite pause donc sur la partie configuration, sachez que vous allez pouvoir, donc ici dans notre vidéo d'exemple, on va utiliser les configurations d'exemple qui sont sur notre GitHub public, mais vous allez pouvoir utiliser soit votre propre GitHub pour conserver vos fichiers de configuration, soit utiliser un système de stockage du cloud Oracle sur l'Object Storage. On a repris la vidéo donc à ce moment. Donc dans la partie suivante, vous allez retrouver un résumé des
de toutes les ressources qui vont être déployées. Et donc, dans la phase suivante, on va pas les appliquer tout de suite parce que dans le cadre de cette démo, je les ai déjà déployés, mais on va plutôt vérifier ce qui va être déployé en cliquant sur la partie plane. Donc ici, vous allez voir que de façon automatisée, on va aller vérifier que tous les codes sont bons, que les variables sont au bon endroit et qu'on va pouvoir déployer de façon sereine la landing zone. Vous avez ici un déroulé de tout ce qui a été en accéléré, de tout ce qui a été de tout ce qui sera déployé. On est sur plus de 200 ressources qui vont être déployées automatiquement. On parle de 40 minutes versus ce qu'on aurait dû faire d'une façon manuelle. Maintenant, on va se promener un petit peu dans le tunnel pour voir ce qui a été déployé et on va logiquement commencer par les compartiments. Donc ici, dans le menu Identity et Security, vous allez retrouver la topologie qu'on a vue tout à l'heure dans le top level landing zone. Et par exemple, là, vous voyez qu'on peut appliquer une security zone, donc un contrôle renforcé sur un de ces compartiments. Vous allez ensuite avoir, par exemple, sur l'environnement de production, cette même séparation entre les différents réseaux et au niveau du projet, vous allez avoir une application de type 3 tiers avec la partie application, base de données et infrastructure. On va continuer donc dans la consultation du tenant avec les groupes. Donc les groupes, là où vous allez renseigner vos utilisateurs et assigner des policies qu'on va voir juste après. Donc les policies, elles vont être au niveau du compartiment route. Les policies sont affectées à des groupes, vous affectez vos utilisateurs au groupe et vous avez les droits appropriés pour maintenir la landing zone. On va maintenant s'intéresser à la partie réseau avec le Network Visualizer. Donc, vous allez voir, il va s'afficher dans quelques minutes. Donc l'idée ici, c'est d'avoir sur une page votre topologie réseau. Alors on pense à bien cocher Include All Child Compartments, puisque dans le cadre de séparation des droits, on a mis tous les objets réseau dans des sous-compartiments séparés. Et on va retrouver ici notre topologie en hub and spoke. Si on regarde plus précisément ce que contient la partie hub, on va retrouver l'Internet Gateway, les NAT Gateway et toute la partie de connectivité on-premise. Et si on regarde à quoi ça correspond pour un spoke, donc on va retrouver la même structure avec les différents réseaux et un réseau supplémentaire pour le load balancer. On va maintenant s'intéresser à la partie monitoring et logging. Donc ici, un connecteur que vous allez pouvoir activer. L'idée, là, en activant ce connecteur, c'est de pouvoir envoyer vos logs d'audit dans l'object storage du cloud Oracle ou éventuellement le forwarder tous ces logs dans votre système. Ici, on va mettre avec les rules des quotas sur vos environnements pour ne pas dépasser votre budget et être prévenu en cas avant justement avant le dépassement de budget. Ici, on va également pouvoir avoir des notifications au niveau du load balancer, par exemple être averti si un des serveurs du load balancer ne répond pas, et on va pouvoir de la même façon souscrire à différentes alarmes pour être averti dans les temps d'éventuels problèmes sur son environnement cloud. Donc voilà pour cette partie. Donc on part de GitHub où vous allez retrouver tous les codes déployés et vous allez avoir votre landing zone prête à accueillir toutes vos applications. Donc on a vu la fondation, la landing zone et maintenant on va continuer dans la partie, on va s'intéresser plus précisément à la protection des données. Donc sachez que dans le cloud Oracle, toutes vos données vont être chiffrées par défaut, sans intervention de votre part, qu'elle soit au repos ou en transit. Et maintenant, on va s'intéresser aux différentes options de chiffrement dans cloud. Ce que vous avez tout à gauche de votre écran, c'est le chiffrement par défaut. Donc c'est Oracle qui vous propose et qui gère vos clés et vous pouvez les utiliser pour chiffrer vos données de base de données, vos données de stockage. Sur les deux options, donc Virtual Vault et Virtual Private Vault, donc dans cette option, vous pouvez dans le cloud Oracle importer
créer ou supprimer vos propres clés avec plus d'isolation pour la partie virtual private vault puisque vous pourrez avoir accès à puisque vous allez être seul sur votre partition HSM. Et on a introduit les deux dernières options, donc Dedicated KMS et External KMS, donc récemment pour apporter plus de sécurité et si vous souhaitez être en mesure de gérer le cycle de vie de vos clés. Dans le Dedicated KMS, vous allez pouvoir revendiquer la propriété d'une partition HSM, cette partition restant dans le Cloud Oracle. Et pour External KMS, vos clés, donc vos données du Cloud Oracle, seront chiffrées en utilisant des clés qui ne sont pas dans le Cloud Oracle. Un focus ici sur la partie Dedicated KMS. Donc, vous allez pouvoir revendiquer le contrôle de vos clés donc dans la partition HSM et vous allez aussi pouvoir gérer vos utilisateurs. Donc, ce service, il est compatible avec le standard PKCS 11 pour interagir directement avec votre partition et vous allez pouvoir sauvegarder et restaurer vos clés, que ce soit dans votre région d'origine ou dans une autre région en cas de disaster recovery. Donc, vous avez la propriété de la partition, mais toutes les opérations de maintenance, de patching ou d'opérations restent de la responsabilité d'Oracle. Ce service-là, il peut être utilisé pour stocker vos clés qui vont chiffrer vos données sensibles ou pour vos besoins d'infrastructure PKI. Et dans le diagramme à droite, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous allez pouvoir créer votre service KMS. Vous allez avoir un cluster KMS et 3 partitions. Vous allez télécharger une librairie pour pouvoir accéder à cette partition et ensuite interagir directement avec la partition avec le service PKCS 11 pour vos opérations de cryptographie. Et je vais terminer cette partie chiffrement avec la dernière option possible, c'est l'External Management Service. Donc ici, l'idée, c'est encore une fois donc de chiffrer vos données qui sont dans le cloud avec des clés dont vous maintenez le cycle de vie en dehors du cloud Oracle. Si on regarde le diagramme sur la droite, vous avez à gauche les services qui sont pas compatibles avec cette offre, au milieu notre service OCI KMS et à droite la partie de gestion de clés qu'il a et chez Thales. Donc pour l'instant c'est le seul provider qui est compatible, mais d'autres vont arriver prochainement. Donc les clés sont gérées et créées dans la partie CipherTrust de Thales. Les données du Cloud Oracle sont chiffrées avec ces clés sans que ces clés n'aient à transiter dans le Cloud Oracle. Et si, en cas d'incident de sécurité, si vous souhaitez désactiver ces clés, donc vous le faites comme d'habitude à partir de votre environnement Thales et les données ne pourront plus être déchiffrées. Donc on a vu la landing zone comme un démarrage dans votre cloud. On a vu comment protéger ces données par défaut dans le cloud Oracle. Et maintenant, je vais repasser la main à Eduardo qui va vous montrer comment on assure la posture de sécurité en mode run. Merci Karima. Alors, on a expliqué en fait comment mettre en place pas mal de services en fait de sécurité pour une approche de type Zero Trust. Donc, qui couvre les différentes dimensions qu'on a vues recommandées par la NCSC. Ce qu'en fait, je voudrais vous en parler d'un service que vous allez trouver dans CI qui va vous aider en fait à vérifier que tout ce que vous avez mis en place reste cohérent du point de vue sécurité. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en 2020, en fait, on a lancé un service qui s'appelle Oracle Cloud Guard. Donc, c'est un service qui a été designé pour faire ce qu'on appelle la gestion de la posture de sécurité du cloud, ou en anglais, Cloud Security Posture Management. En plus de ça, on a ajouté en fait des services additionnels tels que les Security Zones, donc Karima nous en a déjà parlé, ou par exemple les services de Threat Detector et Threat Intelligence, pour faire de la Threat Intelligence notamment. Alors, ce service, en fait, c'est un service que vous pouvez activer déjà sur votre tenant OCI. C'est un service, en fait, qui n'a aucun coût additionnel et qui, en gros, en fait, va pouvoir analyser les différents compartiments
dans votre tenant, il va chercher en fait des problèmes de sécurité du point de vue configuration sur les différentes ressources sur OCI, le compute, les bases de données, le réseau, même les services de sécurité d'OCI. Ok. Tout ce qui est lié à l'activité aussi. Est-ce qu'un administrateur a supprimé un compute ou est-ce qu'il a créé un nouveau réseau? Tout ça, en fait, le service va pouvoir remonter des problèmes et vous allez pouvoir les consulter pour être sûr de voilà ce qui se passe autour de ça. Et même en fait, lancer des corrections pour pouvoir en fait les remédier. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que l'année dernière, au Cloud World, on a annoncé en fait des nouveautés autour de CloudGuard. Donc, ce que vous voyez en fait, le texte qui est pas en gros, c'est ce qui est actuellement sur CloudGuard, mais l'année dernière, on a annoncé des fonctionnalités additionnelles. Entre autres, la fonctionnalité de type Log Insights Detector, toujours sur CloudGuard, Instance Security et Container Security. Et donc, du coup, en fait, avec ces nouveautés, CloudGuard va passer d'être une solution de type CSPM, donc encore une fois, Cloud Security Posture Management, à une solution de type CNAPP. Pour vous expliquer en fait ce que c'est ça, on va commencer en fait par parler de quelques acronymes, seulement pour que tout soit clair. D'un côté, dans le cloud, vous allez trouver des solutions de type CSPM. Encore une fois, Cloud Security Posture Management. Vraiment, le but, c'est, comme je l'ai dit dans le cas de CloudGuard, de vérifier que la posture de sécurité de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tenant est correcte. De remonter en fait des alertes si besoin. En plus de ça, ce qu'on a mis en place aussi dans le Cloud Oracle, c'est un système de gestion d'habilitation autour des identités. Donc, en gros, en fait, nos utilisateurs vont devoir utiliser des ressources, notamment les administrateurs d'OCI. Donc, du coup, en fait, c'est comment on peut non seulement appliquer les permissions à ces utilisateurs, mais aussi vérifier que tout est correct et que tout est conforme. Alors, tout ça, en fait, c'est très bien, mais encore une fois, c'est du point de vue vraiment configuration, activité autour de votre tenant OCI. La question, c'est qu'est-ce qui se passe autour de, par exemple, certains éléments comme, par exemple, vos machines virtuelles, comme, par exemple, tout ce qui est lié à la containerisation, par exemple, avec Kubernetes. Okay. En gros, en fait, il y a un autre type d'approche, un autre type de sécurité qui est la CWPP, donc la Cloud Workload Protection Platform. On va voir, en fait, dans le cloud de CloudGuard, comment on va pouvoir couvrir ces aspects-là. Alors, quand vous avez en fait une solution qui va couvrir ces trois aspects principalement, vous allez en fait avoir une solution qui devient une solution avec une approche de type CNAPP, en gros, Cloud Native Application Protection Platform. Alors, on va voir en fait les différents services, les nouveautés en fait dans le cas de CloudGuard. Alors, CloudGuard, pour ceux qui connaissent, en fait, vous savez que c'est un service qui a des règles prédéfinies, des règles de détection, soit liées à la configuration, soit liées à l'activité, déjà prédéfinies par Oracle. Vous allez les trouver définies, déjà en fait disponibles, et après c'est à vous de les sélectionner ou pas, de les activer ou pas, ou de les configurer du point de vue niveau de risque. Par contre, avec le temps, bien évidemment, on comprend que nos clients, ils n'ont pas seulement besoin de détecter ce que Oracle recommande, mais aussi en fait, ils ont des besoins très spécifiques. Donc, le but en fait de cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Log Insights Detector, c'est de pouvoir offrir la possibilité aux clients via CloudGuard de exploiter, de utiliser les logs qui sont générés dans OCI pour pouvoir détecter des problèmes additionnels qui ne sont pas parmi les règles de détection de CloudGuard. Donc en gros, en fait, bientôt, c'est pas encore disponible, vous allez pouvoir voilà, créer des requêtes qui vont pouvoir consulter justement les logs d'OCI et remonter en fait des problèmes dans CloudGuard. Une autre approche, en fait, une autre fonctionnalité additionnelle qu'on a annoncée et qui est déjà disponible dans CloudGuard, c'est tout ce qui est lié à la sécurité des instances. Donc vraiment, là, on parle de tout ce qui est les machines virtuelles notamment. Donc, c'est une fonctionnalité d'un côté qui est designée pour trouver des problèmes qui sont alignés avec le MITRE ATT&CK, donc le portail, le service en fait que vous pouvez consulter et qui classifie les différents types d'attaques.
Donc voilà, en fait, on a configuré le service pour pouvoir détecter différents types d'attaques qu'on peut trouver dans le MITRE ATT&CK. Et le but, encore une fois, c'est de non seulement vérifier ce que CloudGuard fait déjà, si votre instance est bien configurée du point de vue extérieur, mais vraiment de savoir en fait ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, depuis un petit moment, on a une fonctionnalité aussi, un service de sécurité dans CI qui s'appelle le Vulnerability Scanning. Le Vulnerability Scanning, c'est un service qui va analyser l'intérieur de vos instances pour trouver des problèmes de configuration, pour trouver des ports ouverts qui ne devraient pas être ouverts, et pour trouver en fait des failles de sécurité ou des patchs de sécurité qui n'ont pas été appliqués. Une fois en fait que Vulnerability Scanning va détecter ça, et en fait, il va remonter des alertes non seulement dans le service Vulnerability Scanning, mais aussi en fait dans CloudGuard. Parce qu'encore une fois, CloudGuard, le but c'est d'avoir ce panneau de contrôle global sur tout ce qui se passe dans votre tenant OCI. En plus de ça, en fait, on a dans Instance Security, alors, pour faire en fait un truc que j'ai oublié de dire, le service Vulnerability Scanning en fait va disparaître tel quel et en fait on a tout intégré directement dans la console CloudGuard. Donc vraiment toutes les fonctionnalités vous allez les trouver maintenant à l'intérieur de CloudGuard. En plus de ça, on a ajouté des règles de sécurité additionnelles autour de l'instance des instances. Pour finir, troisième nouveauté, la gouvernance des containers en fait de Kubernetes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans Oracle Cloud, vous pouvez trouver OKE, Oracle Kubernetes Engine, donc un service un moteur de gestion de containers Kubernetes. Et en gros, comme ceux qui font du DevOps, vous savez en fait qu'il y a certaines configurations quand on crée en fait, quand on gère nos containers, nos développements qui pourrait poser en fait un problème de sécurité. Le but de cette nouvelle fonctionnalité, qui n'est pas encore disponible, mais ça sera bientôt disponible, le but en fait c'est de pouvoir analyser nos déploiements Kubernetes et de trouver justement aussi des problèmes de sécurité de configuration. En utilisant bien évidemment non seulement les best practices, mais aussi en fait des standards de type les standards open source. Et tout ça, c'est vraiment intégré nativement avec le moteur OKE d'OCI. Donc voilà pour la partie CloudGuard. On va passer en fait, on vient de parler de tout ce qui est les offres IaaS et PaaS du Cloud d'Oracle, mais l'offre SaaS en fait aussi très importante. Donc Olivier, je te passe la main. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'offre SaaS et de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur en termes de sécurité? Oui, merci Eduardo. Alors effectivement, moi je m'occupe de sécurité dans la partie SaaS, hein, donc c'est peut-être un petit peu loin de ce que vous faites aujourd'hui. Alors le SaaS chez Oracle, ce sont des applications de gestion des RH, c'est des applications ERP, des applications de la gestion de la performance entreprise, des options de marketing, de sales. Et même si vous ne gérez pas directement, vous avez sans doute des collègues bah, qui gèrent ces solutions-là. Et c'est vrai que la sécurité, c'est un point clé. Et l'idée ma courte intervention, c'est de vous montrer effectivement bah, ce qui est important pour la partie sécurité SaaS. Alors, déjà, il faut avoir en tête le modèle de responsabilité partagée. Alors, il a été mis à jour il n'y a pas longtemps par le NIST, hein, il y a une définition 2024, mais on a bien une responsabilité partagée entre le client qui est responsable uniquement de la partie, on va dire, configuration de l'application, donc mettre en place les mécanismes de sécurité bah, sur toutes les données, sur les utilisateurs, les rôles, les contrôles d'accès, etc. Alors, c'est une partie importante, hein, sachant que la plupart des fuites de données sont liées à l'authentification, il y en a eu récemment. Et par contre, côté Oracle, on a la responsabilité complète de toute l'infrastructure sous-jacente et des opérations. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ça, beaucoup d'envie de contrôle. Il y a des réglementations. Donc, en fait, comment ça se passe hein, sur ces parties-là? Donc, ça, c'est le modèle de responsabilité partagée. Eh ben, on va appliquer exactement les mêmes principes que tout ce qu'on a vu. Donc, on a un contrôle complet des opérations. Ce qu'il faut voir, c'est que la spécificité des applications SaaS d'Oracle, c'est qu'elles ont été conçues pour le cloud Oracle. Euh, donc ça, c'est un point important.
Ce qu'il faut voir aussi, on a trois points clés dans la sécurité du SaaS. Le premier, c'est la sécurité de l'infrastructure. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure avec les landing zones, l'architecture Zero Trust. Donc, on bénéficie de la sécurité de cette infrastructure. Au-delà de ça, il y a la sécurité de l'application. Donc, la grosse question, c'est comment on va vous aider à intégrer le risque. Donc là, on a des choses, justement, alors soit au niveau applicatif, soit au niveau monitoring, pour vous aider à intégrer le risque et aussi comment assurer une sécurité par défaut. J'ai parlé tout à l'heure de l'authentification. Bah, voilà, on a du MFA qui est disponible à la fois sur l'application, à la fois sur la console. Comment on fait bah, pour l'avoir, pour ne pas l'oublier. Le troisième pan qui est important, c'est la sécurité de l'infrastructure du SaaS. Donc ça, c'est un point qui est complètement caché, qui est complètement opéré par Oracle. Donc là, encore une fois, on a un contrôle complet. C'est important. On n'a pas de partage avec d'autres fournisseurs. On ne va pas utiliser d'autres technologies, d'autres fournisseurs de services. Alors, on peut avoir une spécificité, c'est Akamai pour la partie CDN, mais hormis ça, on a vraiment zéro sous-traitant. On est responsable complet de la chaîne et on n'utilise vraiment que des techno Oracle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'a pas de solution du marché. Souvent, c'est des solutions qui sont spécifiques et qui ont été construites spécialement bah, pour cette infrastructure SaaS. C'est le cas par exemple du SIEM. À la base, on est parti d'un SIEM du marché, mais qui a été complètement customisé pour pouvoir assurer bah, les niveaux d'événements qu'on a sur le SaaS. Et donc, sur cette partie qu'on gère pour vous, eh ben, du coup, on va appliquer bah, tout ce qu'on a vu, l'architecture Zero Trust, les zones de sécurité, et puis aussi une partie importante, les systèmes durcis qui vont nous assurer une résilience contre les cyberattaques. Alors, sur la partie applicative, on a des innovations constantes. Alors, ce qu'on a, on n'a pas forcément tout ce qui est disponible sur la partie OCI, hein. C'est un catalogue dans lequel on vient piocher, qu'on vient implémenter. Est-ce que c'est intéressant pour nos clients? Est-ce que le cadre du SaaS fait sens? Est-ce que la partie métier de nos clients vont être intéressés? Et typiquement, on a trois gros chantiers en cours cette année, là. Bah, le KMS externe, ce qu'a présenté Karima tout à l'heure, avec bah, la fourniture de mécanismes de Hold Your Own Key, où effectivement vous allez pouvoir garder la maîtrise des clés, y compris sur le SaaS, avec l'intégration du KMS Thales. Donc, on l'implémente. Des petits soucis techniques qui sont liés à bah, la mise en œuvre du disaster recovery. Les applications SaaS, ça viennent systématiquement avec un disaster recovery, un second site qui est dupliqué en temps réel. Donc, on a besoin d'avoir le même niveau de dispo sur ce KMS externe. Donc, ça pose des petits challenges. On est en train de le finaliser. On a eu aussi une nouveauté qui a été annoncée il y a à peu près 18 mois sur la partie OCI, c'est le confidential computing. On a les premières solutions qui commencent à utiliser ça, donc c'est vraiment intéressant parce que on avait du chiffrement en transit, on avait du chiffrement des données au repos, bien sûr, mais ça nous permet d'aller plus loin dans la fourniture de contrôle aux clients, dans la garantie effectivement des contrôles qu'on a sur Oracle et d'avoir une protection des données sensibles, y compris pendant le traitement. Un troisième axe aussi qui est extrêmement important pour cette année, c'est le cloud souverain. L'adoption du cloud souverain sur les opérations SaaS. Donc, c'est de dire en fait, le challenge ici, c'est pas technique parce que le cloud public est similaire au cloud souverain, mais c'est d'avoir ces opérations SaaS. Donc, toutes les équipes qui se chargent de faire bah, la maintenance, hein, l'application des patchs, les patchs critiques, les patchs trimestriels, la surveillance, le monitoring, comment on va effectivement avoir ces équipes qui ne sont domiciliées que en Union européenne, comment on remplace le Follow the Sun qui était sur trois sites géographiques par effectivement des opérations uniquement en Union européenne pour la partie SaaS, qui est bah, forcément demande plus de ressources que la partie PaaS ou IaaS. Donc ça, c'est trois axes qui sont vraiment visibles sur la partie applicative. De la même manière, on a côté infrastructure aussi bah, des choses qui changent. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'IA. Donc à gauche, c'est l'IA arrive dans les solutions. Donc ce n'est pas le but de la présentation, mais on a effectivement beaucoup de cas d'usage. On avait pas mal d'IA classiques. On a beaucoup maintenant de GenAI qui arrivent, avec par exemple bah, la génération d'un produit dans le catalogue. Ça va être la synthèse des feedbacks des employés pour un process d'évaluation RH.
Et sur ces nouvelles fonctionnalités viennent des questions de sécurité. Comment on gère les biais, comment on gère la ségrégation des données, comment on gère la sécurité des modèles, des nouveaux cadres réglementaires aussi hein, qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Mais aussi, on utilise l'IA derrière. Alors, pour assurer la surveillance continue du modèle, l'idée, c'est effectivement, par exemple, toute la partie monitoring, ça prend énormément de ressources. On a besoin d'une surveillance continue qui soit là sur tous les systèmes. Et l'IA, dans cette surveillance intégrée, va nous permettre d'avoir des constructions de graphes automatiques, d'avoir aussi, par exemple, du deep learning sur les comportements des sessions. C'est une partie importante, hein. Comment on sait qu'une session est légitime chez un client et pas chez un autre, et d'utiliser toutes les innovations de l'IA pour la sécurité intrinsèque de l'infrastructure SaaS. Voilà sur le petit point sur la sécurité SaaS. Eduardo, je te repasse la main. Merci Olivier. Donc, une petite conclusion en fait par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, on a expliqué ce que c'est l'approche Zero Trust. Alors, vous connaissez en fait tous l'expression peut-être en anglais Trust but Verify. En fait, non, le but c'est de faire justement Don't Trust but Verify at the same time. Donc, ne faites vraiment pas confiance à ce qui se passe à l'intérieur, mais en plus vérifiez tout ce qui se passe. On a vu en fait les différents services de sécurité que vous pouvez trouver dans le cloud Oracle et comment certains services de sécurité peuvent vous aider justement à déployer, à mettre en place une approche de type Zero Trust, notamment les landing zones qui aident à déployer ce type d'architecture dans tous les dimensions de la Zero Trust, le réseau, les utilisateurs, les services et la donnée. On a vu aussi comment les différents services de chiffrement d'Oracle peuvent vous aider à protéger la donnée, qui est très importante. Et non seulement, en fait, les services qui vous aident à mettre en place la sécurité, mais aussi les services comme tels que CloudGuard qui vont vous aider à contrôler que tout se passe correctement. Puis, pour finir, Olivier nous a parlé de l'offre SaaS. Donc, on a parlé de la partie IaaS et PaaS, mais on a aussi la partie SaaS. Donc, très important de comprendre en fait qu'il y a une responsabilité partagée du point de vue sécurité. Donc, le client est responsable d'une partie. De comment, Olivier nous a présenté aussi comment les différents, quelques services de sécurité que vous pouvez trouver dans les offres SaaS d'Oracle, les Maximum Security Zones, les systèmes GURSI. Et en plus, on ne s'arrête pas là. Toutes les innovations que l'on va développer, peut-être côté IaaS ou PaaS, on va aussi en fait les transmettre, on va en fait les appliquer aussi à nos offres SaaS. Notamment, par exemple, le chiffrement avec les clés de chiffrement externes avec External KMS, le confidential computing, le cloud souverain et aussi les innovations du point de vue intelligence artificielle. Antoine, je te passe la parole. Merci beaucoup Eduardo. Donc avant de passer aux questions-réponses, je vous rappelle une opportunité très intéressante pour vous qui nous vient d'Oracle University, donc les choses que vous voyez sur le slide. Cette offre, elle vous permet de monter en compétence sur les solutions de sécurité cloud d'Oracle. Donc vous avez accès à travers ce QR code à une série de sessions gratuites qui vous permettent à la fois de vous former et de monter en compétence sur ces offres-là. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour activer le lien. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous avez le bouton Q&R dans Zoom. Vous pouvez nous écrire vos questions. Et je vais commencer par vous poser les premières questions qui sont tombées. Je pense que c'est pour toi, Karima. Une landing zone peut-elle être répartie sur plusieurs zones de disponibilité? Alors, oui, effectivement, dans la démo que je vous ai montrée, on a déployé une landing zone uniquement sur une région. Alors, une région au sens Oracle peut avoir un ou plusieurs data centers, on peut appeler zone, je suppose, de disponibilité. Chez nous, ça s'appelle availability zone. Donc, effectivement, on peut déployer une landing zone soit sur une région, soit across région. Donc, la réponse est oui. Ok, merci Karima. Une autre question, cycle de vie et stockage des clés dans le cas de défaut de chiffrement/management. Ok, je la prends celle-là. Euh, Dans CI Vault KMS, pour la partie cycle de vie, en fait, vous avez la possibilité de créer vos clés de chiffrement
de les décommissionner si vous voulez et de faire la rotation de mon côté. En plus, bien évidemment, de faire du bring your own key si vous allez les créer à l'extérieur. Plus bien évidemment avec tous les types d'offres que vous allez trouver, comme par exemple la partie external KMS. Là, on parle plutôt à l'intérieur, en fait, dans le cas d'OCI Vault, OCI KMS. Pour la partie stockage, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que OCI Vault KMS, on va il faut le comprendre, en fait, comme deux couches différentes. Il y a la couche KMS qui est plutôt la couche logicielle, mais en plus, le service, en fait, a des technologies, à des modules HSM qui se trouvent dans tous nos data centers Oracle, où vous allez pouvoir protéger mieux la clé de chiffrement. Quand vous allez créer ou importer cette clé de chiffrement dans le cloud Oracle, le système en fait va vous proposer de les protéger en de deux façons différentes. Soit avec ce qu'on appelle le software protected. Dans ce cas, en fait, votre clé de chiffrement va rester au niveau en fait du service KMS, donc vraiment dans les serveurs qui gèrent en fait cette partie du service. Pour protéger en plus cette clé, cette clé en fait, elle va chiffrer avec une autre clé additionnelle en fait qui va être stockée dans nos modules HSM. L'autre type de protection, en fait, c'est la protection de type HSM, donc pour chaque clé. Donc là, la clé, elle va se trouver vraiment dans les modules HSM, dans une des partitions des modules HSM qui se trouvent dans nos data centers. D'accord. Merci beaucoup, Eduardo. La prochaine question slash commentaire, donc c'est scan vulnerability, deux points, scan les vulnérabilités de configuration slash implémentation, comme par exemple celles liées au conteneur. Oui, donc c'est vrai en fait que quand j'ai parlé brièvement de la partie, je vais apprendre celle-là, de la partie vulnerability scanning, j'ai parlé notamment en fait des instances, c'est un peu le cas on voit le plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonctionnalité vulnerability scanning qui maintenant normalement se trouve déjà à l'intérieur de CloudGuard, c'est aussi, ça sert aussi en fait à analyser les images, les containers, par exemple avant le déploiement pour trouver des vulnérabilités. D'accord. Merci, Parce Eduardo. que je peux ajouter en fait un truc, Antoine, au cas Oui. où ça peut aider aussi. Le service en fait n'est pas seulement notre service de vulnerability scanning, mais aussi en fait on a par exemple la possibilité de intégrer Qualys pour pouvoir en fait faire l'analyse des vulnérabilités en même temps. D'accord. Merci, Eduardo. Une autre question. Donc, vous avez parlé de cloud souverain, mais est-il possible de déployer les applications en cloud privé? Je pense que c'est pour toi, Olivier. Ok, merci Antoine, je vais prendre. Oui, on a entendu dans l'introduction, d'ailleurs, il y avait une petite présentation de la partie DRCC. Donc, DRCC, c'est Dedicated Region Cloud Customer. Et en fait, la beauté des applications SaaS, c'est qu'Oracle, c'est qu'elles sont conçues pour le cloud Oracle, mais vraiment pour tous les modèles de déploiement. Donc, à la fois le cloud public, le cloud souverain, et puis la partie DRCC, où là, on peut avoir effectivement toute l'infrastructure qui est déployée chez le client. Ok, merci, merci Olivier. Une autre question qui est tombée. Avez-vous des templates ou des architectures recommandées pour des landing zones, pour des architectures multi-cloud? Alors oui, alors j'espère que vous allez avoir le lien sur notre GitHub où vous allez avoir justement ces templates et n'hésitez pas à nous contacter. Donc si vous voulez qu'on travaille avec vous sur cette architecture et sur la mise en place de la landing zone dans le cloud Oracle, on a des spécialistes, une équipe dédiée qui va vous permettre de répondre à toutes les questions et de poser les bonnes bases pour avoir une bonne landing zone. Ok, merci Karima. Une autre question. Est-il possible d'intégrer une solution SIEM avec CloudGuard? Je la prends celle-là. Oui, tout à fait. Euh, En gros, c'est deux solutions, on va dire, qui ont une partie un peu qui s'overlappent un peu, mais il est tout à fait possible en fait de configurer CloudGuard pour envoyer en fait des logs ou des événements vers un SIEM, QRadar, Splunk, peu importe. Donc oui, oui, il y a tout à fait en fait tout un système prêt à l'utilisation pour pouvoir envoyer ces informations vers un SIEM. D'accord. Merci, merci Eduardo. Je regarde les questions. Euh, la prochaine pour toi, Olivier.
Pour l'IA dans les applications SaaS, comment assurez-vous la ségrégation de nos données de celles de vos autres clients? Euh, oui, ben, en fait, on va respecter toujours les mêmes principes, hein. Donc, on n'a pas de base de connaissances où il y aurait effectivement toutes les données des clients qui seraient mélangées. Donc, on va avoir pour l'IA générative, on envoie toutes les données à la demande sur une zone de notre plateforme d'IA qui va être dédiée à chacun des clients. Donc, chacune des applications, ça, donc c'est vrai que c'est un autre endroit. C'est optimisé pour les calculs IA, mais c'est vraiment, on garde les principes de ségrégation des données. En plus, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on n'envoie jamais de données personnelles. Donc, voilà, il n'y a pas de données personnelles qui est envoyée pour ces LLM. Et puis, on a toujours une approche manuelle pour la vérification des biais, une confirmation dans l'application. On n'utilise jamais directement les résultats des suggestions d'IA. D'accord. Merci Olivier. Il y a une autre question, je pense, qui est tombée pour toi dans le Q&R. Dans le cas de SaaS, est-ce que vous proposez des solutions de transport sécurisées depuis les clients? Alors, oui, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le SaaS, on a pas mal de choses qui sont fournies en standard. Donc, c'est préconfiguré, ça fonctionne. Donc, on a typiquement du TLS qui assure le chiffrement entre le navigateur et puis l'infrastructure. On a la possibilité d'avoir du VPN et on a aussi la possibilité d'avoir des private endpoints. On a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le Fast Connect aussi avec des MPLS, des liaisons dédiées. Donc, il y a la partie qui est préconfigurée, qui est embarquée dans l'application. Mais il y a aussi toute la partie de dire, voilà, tout ce qui est dans le catalogue d'Oracle, on a aussi la possibilité de débrancher. Et ben, par exemple, un client qui aurait Fast Connect, qui aurait ses liaisons dédiées, on va pouvoir l'appliquer au SaaS. Un VPN IPsec, de la même manière, on va pouvoir le faire. Donc, beaucoup de solutions. D'accord. Merci Olivier. Donc, je vais prendre une dernière question. Et je pense que je vais y répondre moi-même. Donc, la question, c'est, j'ai raté le début de la présentation. Aurons-nous accès à un replay? Donc, la réponse est oui. Ce webinaire est enregistré et il vous sera communiqué. Le lien du replay vous sera communiqué par email suite à ce webinaire. Donc, il est maintenant le temps de conclure. Donc, de vous remercier tous pour votre participation. Merci également à tous les intervenants, Karima, Eduardo, Olivier. Je vous donne rendez-vous demain à 11 heures. Donc, on reviendra sur la sécurité des données, protection des données et des bases de données. Et nous aurons également un témoignage de Mobilize Financial Services. Je vous donne rendez-vous à demain. Très bonne journée à tous. Merci.